On peut donc s'intéresser par exemple à la résolution d'une instance ici, avec des matrices A de taille, on va dire, raisonnable, une fonction f qui est une fonction quadratique, et une fonction h qui encode une contrainte de borne sur notre vecteur d'optimisation x. Et donc ici, je vais tenter de résoudre 100 instances de ce problème-là, et je vais regarder le nombre d'instances que je peux résoudre dans un budget de temps donné, avec un budget maximal d'une heure. Et donc, pour attaquer ce problème-là, on peut utiliser des solvers génériques de MIP après l'avoir mis sous le formalisme MIP, comme par exemple ici donc les solvers SIP, Simplex et Mosaic. Et nous, ce qu'on cherche, c'est être le plus en haut à gauche de ce graphe, résoudre le plus d'instants possible en un budget de temps donné. Et on voit donc que c'est Mosaic ici qui obtient les meilleures performances. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ces solvers génériques de problèmes MIP? Et donc, une direction de recherche privilégiée qui a été adoptée les dernières années, c'est l'utilisation d'algorithmes de branch and bound spécialisés, qui sont donc des algorithmes de résolution dans lesquels on va spécialiser certaines de leurs étapes pour le problème qu'on cherche à résoudre, et donc ici les problèmes avec régularisation L0. Donc ces algorithmes de branch and bound, leur principe de base, ça va être de résoudre un problème d'optimisation en explorant différentes régions dans l'espace admissible et en tentant d'élaguer les régions qui ne contiennent pas de solution optimale. On va donc partir de notre espace admissible tout entier, et puis on va venir construire des régions, ici une région nue par exemple, et dans chacune des régions qu'on explore, on va effectuer un test d'élagage, un pruning test en anglais, qui, lorsqu'il est conclusif, va nous permettre de déterminer qu'il n'y a pas de solution contenue dans cette région nue. On va donc pouvoir l'élaguer, donc la retirer de notre espace admissible, et en continuant ce processus, on va réussir à déterminer, à localiser la position des solutions de notre problème. Et donc il y a deux grandes parties dans l'algorithme de branch and bound. La partie branching, qui est comment est-ce qu'on design et qu'on explore des régions dans l'espace admissible, et la partie bounding, qui est comment est-ce qu'on évalue ce test d'élagage qui nous permet d'élaguer des régions. Donc la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on design cette partie de branching? Comment est-ce qu'on va venir créer et explorer des régions dans l'espace admissible du problème qu'on souhaite résoudre? Et pour ça, on peut se baser sur l'observation suivante, qui est que de par l'utilisation de la norme 0 dans l'objectif, eh bien les solutions vont être parcimonieuses. On peut donc naturellement construire des régions en contrôlant la parcimonie du vecteur d'optimisation X. On va donc partir de notre espace admissible tout entier, Rn, et puis on va venir sélectionner un premier indice et le fixer soit 0, soit différent de 0, de telle sorte à séparer notre espace de région en deux. Et puis dans chacune des régions qu'on vient de créer, on va effectuer un test d'élagage. Et de temps en temps, ce test d'élagage va être conclusif et va ici nous permettre de déterminer qu'il n'y a pas de solution du problème dans la région NU2. On va donc pouvoir stopper l'exploration dans cette région, c'est-à-dire stopper l'exploration dans cette branche de cette trappe de décision qu'on est en train de construire. Et au contraire, des fois, ce test d'élagage ne va pas permettre de déterminer une décision d'élagage pour la région NU1 ici. On va donc devoir sélectionner un deuxième indice, le fixer soit 0, soit différent de 0, de telle sorte à resubdiviser notre région, et on va continuer ce processus, effectuer des tests d'élagage, potentiellement élaguer des régions en chemin, et continuer de déployer cet arbre de décision qui partitionne notre espace de recherche. Et on sait qu'à l'issue de ce processus, eh bien, les nœuds feuilles, donc les nœuds en bas de l'arbre qui n'ont pas été élagués, vont correspondre, on va pouvoir extraire de ces nœuds les solutions de notre problème d'optimisation. Et donc globalement, le temps de résolution de notre problème va correspondre au nombre de nœuds qu'on a traités, fois le temps qu'on a passé à effectuer un test d'élagage dans un nœud donné. Maintenant qu'on sait faire cette question de branching, comment est-ce qu'on fait notre étape de bounding, qui est donc l'évaluation de ce test d'élagage pour une région qu'on explore dans notre espace admissible? Pour faire ce test d'élagage, on va prendre notre problème et on va noter P étoile sa valeur optimale. Et puis on va construire une restriction de ce problème initial, c'est-à-dire la plus petite valeur que peut atteindre notre objectif sur la région nue qu'on est en train d'explorer. Et on va noter P nu, la valeur optimale. Et puis en comparant ces deux valeurs, on sait que lorsque P nu est strictement plus grande que P étoile, ça veut dire que notre objectif ne peut pas atteindre sa valeur optimale sur la région nue, et qu'on peut donc élaguer cette région qu'on est en train d'explorer. Alors en pratique, bien sûr, la valeur de P étoile, on ne la connaît pas, et la valeur de P nu, généralement, elle est aussi compliquée à calculer que P étoile. Du coup, on va plutôt utiliser une borne inférieure sur la valeur de P nu, et une borne supérieure sur la valeur de P étoile, qu'on espère pouvoir calculer de manière efficace en pratique. Et on sait que si on préserve l'inégalité stricte avec ces bornes, on pourra de toute manière élaguer la région nue. Donc lorsqu'on applique les algorithmes de branch and bound au problème avec régularisation L0, l'étape facile, ça va être le calcul de bornes supérieures sur la valeur de P étoile. Le processus qu'on va adopter, c'est qu'à chaque fois qu'on va explorer une nouvelle région dans l'espace admissible, on va construire un vecteur réalisable, c'est-à-dire qui appartient à cette région, et l'évaluer dans notre objectif. Ça permet de nous calculer une nouvelle borne inférieure sur P étoile, qui va donc être candidate à améliorer la meilleure borne qu'on connaît jusqu'alors sur P étoile.
Et donc, au fur et à mesure de l'exploration de notre espace admissible, on va raffiner notre connaissance sur cette borne supérieure de P étoile. Le vrai nœud de complexité des algorithmes de branch and bound ici, ça va être le calcul des bornes inférieures sur la valeur de P nu, qui est donc la valeur optimale des restrictions de notre problème dans une certaine région nue de l'espace admissible. Donc la tâche ici qu'on a à faire, c'est de calculer une borne inférieure sur la valeur de P nu. Et généralement, on souhaite une borne inférieure qui soit d'un côté de bonne qualité, pour avoir un test d'élagage efficace, mais également une borne inférieure qu'on va pouvoir calculer en un temps raisonnable en pratique, car on va devoir calculer une nouvelle borne inférieure pour chacune des régions qu'on explore dans l'espace admissible. Et donc, la stratégie standard qui est adoptée dans la littérature pour le calcul de ces bornes inférieures va être de venir construire et résoudre ce qu'on appelle une relaxation, qui est donc un autre problème d'optimisation. Et pour construire cette relaxation, on va commencer par concaténer notre norme 0 de x et notre terme de pénalité h dans une fonction g. Et puis notre relaxation, on va venir la construire en remplaçant cette fonction g par une fonction glb, qu'on souhaite généralement qui borne inférieurement g, de telle sorte à ce que la valeur optimale de notre relaxation soit effectivement une borne inférieure sur la valeur de P nu. Et généralement, on cherche à construire des fonctions glb qui soient convexes, de telle sorte à pouvoir travailler facilement avec cette relaxation via des méthodes numériques. Et donc, si ces deux conditions sont réunies, on sait qu'on peut calculer une borne inférieure sur la valeur de P nu de manière efficace en pratique via la résolution de cette relaxation. Et donc, on peut reprendre cette instance que j'avais montrée, et face au solveur générique de problème MIP, on peut ajouter sur ce graphique des solveurs de branch and bound spécialisés. Par exemple, ici, L0BNB proposé par Hussein Azimi en 2021, et SBNB proposé par Sébastien Bourguignon en 2020. Et on voit que ces solveurs de branch and bound spécialisés, de par leur spécialisation, obtiennent des meilleures performances que les solveurs génériques de problème MIP. Le problème ici, c'est que si on change un petit peu la tête de l'instance qu'on souhaite résoudre, par exemple ici, si on prend une fonction f qui est une fonction logistique, et cette fois on ajoute une norme L1 dans notre fonction de pénalité h, eh bien jusqu'alors il n'existait pas de solveur de branch and bound capable de traiter ces instances, car ces solveurs de branch and bound étaient designés spécifiquement pour une instance de problème avec régularisation L0. On peut donc commencer à tracer le fil rouge de notre histoire. Donc, on souhaite résoudre ces problèmes avec régularisation L0 car ils sont liés à de nombreuses applications. Une direction de recherche privilégiée qui a été adoptée ces dernières années, c'est l'utilisation d'algorithmes de branch and bound spécialisés dans lesquels le cœur du mécanisme est donc de considérer des restrictions de mon problème dans une certaine région de l'espace admissible. Pour cette restriction, on souhaite effectuer un test d'élagage qui requiert le calcul d'une borne inférieure sur la valeur de P nu, qui est donc la valeur optimale de cette restriction. Et donc, pour calculer cette borne inférieure sur P nu, la stratégie standard va donc être de construire et de résoudre une relaxation et donc ce bloc de l'algorithme de branch and bound, pour l'instant, n'a pas été généralisé. C'est-à-dire qu'on est capable de construire des fonctions glb que pour un certain type d'instance de problème avec régularisation L0. La première question qu'on peut donc se poser, c'est comment est-ce qu'on construit de manière générique des relaxations dans l'algorithme de branch and bound. Ça correspond au troisième chapitre de mon manuscrit, et c'est une contribution qui a pour vocation à être publiée dans un article de journal. Donc dans cet axe, on va se demander comment est-ce qu'on construit de manière générique des relaxations dans l'algorithme de branch and bound. Donc, pour rappel, la mission qu'on a, c'est de construire une relaxation de ce problème-là, qui correspond à une restriction du problème initial qu'on souhaite résoudre, à une certaine région de l'espace admissible. Et donc la stratégie standard, comme je l'ai expliqué, va être de venir remplacer notre fonction g par une fonction glb, qu'on souhaite construire comme bornant inférieurement g, et comme étant convexe. Et donc, dans la littérature, il y a plusieurs stratégies qui ont été proposées pour construire cette fonction glb. Par exemple, lorsque h est une norme L2, eh bien, on peut se reposer sur des contributions de Mert-Pilanchi pour construire cette fonction glb. Lorsque h est une contrainte de borne, eh bien, on peut utiliser des contributions notamment de Sébastien Bourguignon. Et lorsque h est la somme d'une norme L2 et d'une contrainte de borne, on peut utiliser des contributions du Hussein Azimi. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de généraliser cette méthode en construisant cette fonction glb comme l'enveloppe convexe de la fonction g, notée ici g convexe. Et on a fait ça dans un cadre assez général, où on a simplement besoin que notre fonction h, elle soit propre, fermée, convexe, elle soit séparable, paire, super coercive, donc ça veut dire qu'elle croisse plus vite que linéairement à l'infini, et qu'elle soit positive et minimisée à 0. Plus précisément, on a montré que sous cet ensemble d'hypothèses, eh bien, l'enveloppe convexe de la fonction g admettait une forme fermée. Donc ici, je vais vous montrer le résultat sous sa forme unidimensionnelle, mais qui s'étend très bien en dimension supérieure, qui nous dit que l'expression de cette enveloppe convexe dans le cas unidimensionnel correspond à une valeur absolue pondérée dans un voisinage de 0, et correspond à h de x plus lambda lorsqu'on sort de ce voisinage.
Donc cette enveloppe convexe, elle est paramétrisée par deux quantités, taux et mu, qui sont liées à l'expression de la fonction h, mais qui généralement soit admettent une forme analytique, soit qu'on va pouvoir approcher via des méthodes numériques très efficaces en pratique, comme de la dichotomie. Et donc ce théorème, il se traduit de la manière suivante, graphiquement. Les fonctions j avec lesquelles on travaille valent donc 0 lorsque x égale à 0, elles valent h de x plus lambda dès lors que x est différent de 0. Elles ont cette tête. Et nous, on veut trouver l'enveloppe convexe de cette fonction g. Et pour faire ça, on va commencer par construire la droite qui passe par l'origine et qui touche le graphe de notre fonction g. La pente de cette droite va correspondre à la valeur de taux, et l'endroit où on touche notre graphe va correspondre à la valeur de mu. Et puis, pour construire notre enveloppe convexe, on va tout simplement commencer par suivre cette droite entre l'origine et mu, et puis on va prolonger cette droite en collant au graphe de notre fonction g pour construire notre enveloppe convexe. Et on fait ça bien sûr de manière symétrique, car la fonction g est paire par hypothèse. Et donc, de ce théorème découlent plusieurs choses. Premièrement, bien sûr, ça nous donne une méthode générique pour construire des relaxations dans l'algorithme de branch and bond, en designant cette fonction GLB comme l'enveloppe convexe de G. Et de manière intéressante, notre résultat, il englobe des résultats qui avaient été proposés précédemment dans la littérature, c'est-à-dire que si on le particularise pour une expression de h donnée, eh bien on retombe sur des résultats qui avaient déjà été proposés dans d'autres articles, et donc notre méthode propose une généralisation de ces résultats antérieurs. Deuxième chose, on a réussi à caractériser l'opérateur sous-différentiel et proximal lié à l'enveloppe convexe de G, ce qui permet donc d'obtenir une relaxation avec laquelle il va être facile de travailler dans des méthodes numériques. Donc, on peut reprendre cette instance pour laquelle j'avais montré qu'on pouvait attaquer ce problème avec des solveurs génériques de problèmes MIG, mais qui jusqu'alors ne pouvaient pas être attaqués via des solveurs spécialisés de branch and bond. Eh bien, à ce graphique, on peut rajouter une nouvelle courbe qui correspond à ELOPS, donc la contribution pratique de mes 3 années de doctorat, qui est donc un solver qu'on propose pour résoudre de manière générique des problèmes avec régularisation L0, qui peut donc traiter cette instance-là. Et on observe ici que notre solver obtient des performances qui sont state of the art, c'est-à-dire qu'il bat les solvers déjà existants sur le marché, qui pouvaient précédemment quitter ces instances. Ici, on a des gains d'au moins 1 ordre de grandeur en termes de temps de résolution face à Mosaic. Donc, on a vu dans ce premier axe comment est-ce qu'on pouvait construire des relaxations de manière générique dans l'algorithme de branch and bond, en designant notre fonction GLB comme l'enveloppe convexe de G. On a pu en tirer de cette enveloppe convexe une forme fermée, ce qui permet donc de débloquer cette dernière brique de l'algorithme de branch and bond, de telle sorte à généraliser son application à toute une famille de problèmes avec régularisation L0. Maintenant qu'on sait faire ça, la question suivante, c'est donc est-ce qu'on peut résoudre de manière efficace nos relaxations dans l'algorithme de branch and bond. Ça correspond au 6e chapitre de mon manuscrit, et ici je vais retracer la contribution qu'on a fait à ICASP en 2022, qui a pour vocation d'être étendue dans un article de journal. Donc comment est-ce qu'on résout de manière efficace nos relaxations dans l'algorithme de branch and bond? Pour rappel, les relaxations s'expriment de la sorte, on cherche donc le minimum pour les x qui appartiennent à la région nulle qu'on est en train d'explorer, de f de ax plus l'enveloppe convexe de G qu'on vient de caractériser dans l'axe précédent. Et de manière intéressante, on peut reformuler cette relaxation sous la forme d'un problème d'optimisation convexe. Alors bien sûr, on a besoin que f soit également convexe. Et donc ce problème d'optimisation convexe s'exprime comme le minimum cette fois pour tous les vecteurs x réels de dimension n, toujours de f de ax, plus une certaine fonction g tilde. Et la fonction g tilde qu'on obtient, elle est propre, fermée, convexe, elle est séparable, elle est non différenciable à 0. Cette non-différenciabilité, elle vient du théorème que j'ai montré dans l'axe précédent, qui nous disait que l'enveloppe convexe de G agissait plus ou moins comme une norme L1 dans un voisinage de l'origine. Cette reformulation, c'est une bonne chose parce que ces problèmes d'optimisation convexe, on les connaît très très bien dans la littérature, notamment car ils ont des applications bien au-delà du cadre de l'algorithme de branch and bond. Et donc, pour ces problèmes, il y a de nombreuses méthodes numériques qui ont été développées, par exemple des méthodes d'ordre 1, comme du gradient proximal, de la descente par coordonnées, où globalement, le schéma va toujours être le même. On va partir d'un point initial x0, et on va effectuer des itérations jusqu'à être satisfait avec un certain critère d'optimalité, à la suite de quoi on va retourner à la solution x étoile, ou une solution approchée, de notre problème d'optimisation convexe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de résoudre efficacement ces relaxations, et généralement, le coût de résolution va dépendre du coût par itération, fois le nombre d'itérations qu'on va effectuer dans notre méthode. D'un côté, le coût par itération est lié à la dimension de notre variable d'optimisation x, et d'un autre côté, le nombre d'itérations qu'on va faire est lié à la régularité de notre problème, et donc des fonctions f et g. Donc si nous, notre mission, c'est de résoudre efficacement ce type de problème d'optimisation convexe, on peut donc commencer à tenter d'exploiter la première option, qui est de réduire la dimension de notre variable d'optimisation x. Pour ça, on peut s'appuyer sur la propriété de non-différenciabilité de la fonction g tilde, qui implique que les solutions de ce problème d'optimisation convexe seront parcimonieuses,
tout comme d'ailleurs les solutions du problème avec régularisation de 0 qu'on souhaite résoudre via notre algorithme de Brent-Shannon. Et donc, en s'appuyant sur cette propriété, on a des contributions qu'on appelle des tests de screening qui ont été proposés dans la littérature, donc premièrement par Laurent El-Gaoui en 2011, mais qui ont été étendus par la suite, par exemple par Pejman Ndiaye, qui visent à identifier la position de certains éléments nuls de la solution de ce problème d'optimisation convexe ou des solutions. Et en faisant cette identification, on va réussir à réduire la dimension qui est donc d'améliorer la régularité de notre problème. Et pour faire ça, on a proposé une méthode complémentaire aux tests de screening, qu'on a appelé des tests de smoothing, qui eux vont viser à identifier les éléments non nuls des solutions de ce problème d'optimisation convexe. Et via cette identification, on va réussir à améliorer la régularité du problème. Donc ces tests de screening et de smoothing sont très reliés. C'est pour ça d'ailleurs que je les présente conjointement dans mon manuscrit et dans cette présentation. Mais il y a uniquement les contributions liées aux tests de smoothing qui sont donc des nouvelles contributions de mes 3 années de doctorat. Donc comment est-ce qu'on construit maintenant ces tests de screening et de smoothing qui visent à identifier la position des éléments nuls et non nuls de ce problème d'optimisation convexe? La première étape, ça va être de construire le problème dual associé à ce problème d'optimisation convexe. C'est donc un problème de maximisation d'une certaine fonction d, dont je ne vais pas expliciter l'expression ici, mais globalement, on sait que sous certaines conditions, par exemple de forte dualité, eh bien, les solutions de ces deux problèmes sont reliées par des conditions d'optimalité, notamment qui nous disent que si on transpose la matrice A et qu'on l'applique à une solution duale U étoile, eh bien, le vecteur qu'on obtient appartiendra au sous-différentiel de la fonction G tilde lorsqu'on l'applique en n'importe quelle solution de notre problème d'optimisation convexe. Et en se basant sur ces critères d'optimalité, on peut déjà en tirer un premier résultat qui nous dit que la position de certains éléments nuls et non nuls des solutions de notre problème d'optimisation convexe peuvent être identifiés à partir d'une solution duale. Alors on n'est pas forcément satisfait avec ce résultat parce que ça requiert la connaissance d'une solution duale, et du coup, pour obtenir un résultat un peu plus pratique, eh bien on peut se reposer sur la construction de régions safe, qui est un concept bien connu de la littérature, qui sont tout simplement des régions de l'espace du problème dual qui contiennent les solutions de ce problème. Et donc, en troquant la connaissance d'une solution duale par celle d'une région safe, on obtient un résultat qui est un peu plus intéressant, qui nous dit que la position de certains éléments nuls et non nuls dans les solutions de notre problème d'optimisation convexe peuvent être identifiés à partir d'une région safe. Alors, plus précisément, je rappelle que la fonction g avec laquelle on travaille est une fonction séparable. Eh bien, on obtient le résultat suivant, qui nous dit que si on connaît une région safe R et qu'on note A transpose R l'ensemble des valeurs de A transpose U pour toutes les valeurs de U qui appartiennent à notre région safe R, eh bien on a les tests de screening et de smoothing qui s'expriment de la manière suivante. Si on prend la ième colonne de la matrice A, qu'on la transpose et qu'on l'applique à R, si cet ensemble appartient à l'intérieur du sous-différentiel de G tilde de I lorsqu'on l'applique en 0, eh bien on sait que le ième coefficient de la solution ou des solutions de notre problème d'optimisation convexe sera nul. Au contraire, si AI transpose R, cette fois, appartient au complémentaire de ce sous-différentiel, eh bien, on sait que le ième coefficient des solutions de notre problème d'optimisation convexe sera cette fois non nul. Et ce qui est vraiment important de noter avec ces tests de screening et de smoothing, c'est que si on choisit notre région safe avec une forme assez simple, une sphère, eh bien, la partie de gauche de ces tests pourra être évaluée de manière efficace. C'est-à-dire qu'en évaluant cette partie de gauche des tests, on va pouvoir déterminer la position de certains éléments nuls et non nuls dans notre solution ou dans les solutions de ce problème d'optimisation convexe. Donc maintenant qu'on sait construire ces tests, la question c'est comment est-ce qu'on les exploite au sein de méthodes de résolution. Et donc pour rappel, nous, notre objectif c'est de réduire le coût de résolution qui correspond au coût par itération fois le nombre d'itérations qu'on va effectuer. Et donc pour exploiter ces tests de screening et de smoothing, on va étendre un petit peu notre schéma itératif. À chaque itération, on va venir calculer une nouvelle région safe à partir de l'itéré. Et puis avec cette région safe, on va effectuer un test de screening. Ce test de screening, potentiellement, il va nous permettre de déterminer la position d'éléments nuls dans les solutions de notre problème d'optimisation convexe. Et chaque fois qu'on fait cette identification, on va pouvoir fixer l'entrée correspondante dans notre vecteur d'optimisation X, ce qui nous permet donc de réduire sa dimension et de réduire le coût par itération dans notre méthode. Donc ça, c'était un processus qui était déjà bien connu de la littérature. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est ce bloc qui correspond à nos tests de smoothing, qui, eux, vont venir identifier la position d'éléments non nuls dans les solutions du problème d'optimisation convexe. Et à chaque fois qu'on va faire cette identification, on va réussir à lisser une partie de notre objectif, et notamment le terme correspondant dans la fonction G tilde. Ça nous ouvre potentiellement à l'utilisation d'itérations de plus haut ordre, des itérations typiquement d'ordre 2. Et donc, progressivement, on va remplacer nos itérations d'ordre 1 par des itérations d'ordre 2,
de telle sorte à gagner en taux de convergence et donc à réduire le nombre d'itérations qu'on va effectuer dans notre méthode. Par exemple, si notre fonction g tilde correspond à une pénalisation élastique nette, donc la somme d'une norme L1 et d'une norme L2 de x, eh bien on va progressivement venir lisser cette fonction jusqu'à un certain point totalement linéariser notre norme L1 de x en encodant globalement le signe de la solution ou des solutions de notre problème d'optimisation convexe, de telle sorte à la rendre totalement lisse. Et donc un résultat supplémentaire intéressant, c'est que sous certaines conditions additionnelles, eh bien, la position de tous les éléments nuls et non nuls des solutions de notre problème d'optimisation convexe pourront être identifiés via les régions safe à partir d'un nombre d'itérations fini, à partir d'un certain nombre d'itérations. Ça nous assure qu'au bout d'un certain temps, on obtiendra une formulation du problème qui aura une dimension très réduite et qui sera totalement lisse et qu'on va donc pouvoir réussir à résoudre très efficacement en pratique. Donc maintenant, regardons un petit peu l'implication numérique de l'ajout de ces tests de screening et de smoothing. Donc ici, je vais chercher à résoudre une instance de ce problème d'optimisation convexe, avec une matrice A toujours de taille raisonnable, une fonction f qui est une fonction logistique, et une fonction g qui correspond à une pénalisation élastique nette, donc la somme d'une norme L1 et d'une norme L2. Et puis, je vais utiliser trois variations d'un algorithme de gradient proximal accéléré. Premièrement, la version classique, en vert. Deuxièmement, une version accélérée avec des tests de screening en jaune. Et puis, troisièmement, notre contribution, qui est donc cette version accélérée dans laquelle on exploite nos nouveaux tests de smoothing. Et donc, la première chose que je vais regarder, c'est combien est-ce que je m'approche de l'optimum de mon problème, quelle est ma sous-optimalité, en fonction du nombre d'itérations. Et donc, on voit qu'avec la méthode classique et la méthode accélérée avec les tests de screening, eh bien, on s'approche au fur et à mesure de l'optimum de mon problème, avec un taux de convergence qui est un taux linéaire, qui est le taux standard qu'on obtient, avec une pénalisation élastique nette qui est fortement convexe. Maintenant, lorsqu'on ajoute nos tests de smoothing, on obtient à partir d'un certain nombre d'itérations un taux de convergence qui ressemble à un taux de convergence quadratique. Et ça, c'est parce qu'au fur et à mesure de notre processus, on va remplacer nos itérations d'ordre 1 par des itérations d'ordre 2, qui, eux, bénéficient d'un taux de convergence quadratique, et qui nous permettent donc de réduire le nombre d'itérations qu'on va devoir effectuer pour arriver à l'optimum du problème. Alors maintenant, cette accélération, elle a un coût, c'est-à-dire qu'on utilise des itérations d'ordre 2 qui sont un petit peu plus chères que les itérations d'ordre 1, et donc, si la méthode classique conserve un coût par itération qui reste constant durant tout le processus algorithmique, si la méthode avec screening, elle, réussit à diminuer le coût par itération, eh bien nous, lorsqu'on rajoute nos tests de smoothing, on va venir réaugmenter un petit peu ce coût par itération de par l'utilisation d'ordre 2 plutôt que l'utilisation d'itération d'ordre 1. Et donc la question vraiment importante, c'est comment est-ce que ça se traduit en termes de temps de résolution. Et la réponse, c'est que dans la plupart des cas, eh bien, on est gagnant. C'est-à-dire qu'ici, je trace la sous-optimalité en fonction du temps de résolution, cette fois, et que donc, face à notre méthode standard de gradient proximal accéléré, lorsqu'on en rajoute des tests de screening, on permet d'atteindre des temps de résolution qui sont plus intéressants, et lorsqu'on rajoute des tests de smoothing, eh bien, on gagne encore en temps de résolution, ici à peu près un ordre de grandeur face à la méthode standard de gradient proximal accéléré. Donc, via l'ajout de ces tests, on réussit à résoudre plus rapidement nos problèmes d'optimisation convexe, qui correspondent, je le rappelle, à des reformulations, des relaxations qu'on a à résoudre dans l'algorithme de Branch-and-Bond. Donc, dans le premier axe, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait construire de manière générique des relaxations dans l'algorithme de Branch-and-Bond. Et dans ce deuxième axe, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait les résoudre de manière efficace, notamment en les reformulant sous la forme d'un problème d'optimisation convexe bien connu, et en attaquant ce problème d'optimisation convexe via des méthodes standards qui sont accélérées avec des tests de screening et nos nouveaux tests de smoothing, qui permettent donc de réduire le coût de résolution de nos relaxations dans l'algorithme de Branch-and-Bond. Donc déjà, avec ces deux contributions, on sait comment construire un algorithme de Branch-and-Bond générique et également un algorithme de Branch-and-Bond avec une certaine garantie d'efficacité. Maintenant, la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut améliorer cette stratégie standard de calcul de borne inférieure qui, normalement, est basée sur la résolution d'une relaxation dans l'algorithme de Branch-and-Bond. Donc cette question, on la traite dans les chapitres 4 et 5 de mon manuscrit. Et aujourd'hui, je vais vous retracer du coup les contributions qui correspondent au chapitre 4, donc qu'on a publié à EZIPCO et à ICML. Et je ne vais pas parler dans cette présentation de la contribution de ZIPCO qui correspond au 5e chapitre, mais on pourra l'aborder si vous voulez dans la session questions-réponses. Donc comment est-ce qu'on améliore cette stratégie standard de calcul de borne inférieure dans l'algorithme de Branch-and-Bond? Donc pour ça, revenons un petit peu à la base. Lorsqu'on résout notre problème d'optimisation via l'algorithme de Branch-and-Bond, on va explorer un arbre de décision qui correspond au partitionnement de notre espace admissible. Et donc le temps de résolution, je le rappelle, va correspondre au nombre de nœuds qu'on va explorer dans cet arbre, soit le temps qu'on va passer à évaluer un test d'élagage dans chacun des nœuds. Et donc lorsqu'on explore une certaine branche avec la stratégie standard, on va devoir résoudre une relaxation par nœud exploré.
Et donc, d'un côté, on a ici, par exemple, les nœuds nu1 et nu3 qu'on est venu explorer, mais qu'on n'a pas réussi à élaguer. On a donc dû résoudre une relaxation, mais qui ne nous a pas permis de prendre des décisions d'élagage. On a donc dépensé de la puissance de calcul pour rien. Au contraire, on a les nœuds nu4, nu7 et nu8 qui, eux, ont été élagués. Et généralement, on se rend compte que les bornes inférieures dont on aurait eu besoin pour les élaguer auraient pu être de moins bonne qualité que celles qu'on utilise, ou celles qu'on obtient via la résolution de relaxation. Ça suggère que potentiellement, cette stratégie standard nous produit des bornes inférieures qui sont de bonne qualité, certes, mais qui sont chères à calculer, et qu'on aurait pu se contenter de bornes inférieures qui sont moins chères, mais de moins bonne qualité. Donc, comment est-ce qu'on trouve un meilleur compromis entre cette balance entre complexité de calcul des bornes inférieures et qualité des bornes qu'on obtient dans notre algorithme de branch and band? Et donc, je rappelle, la stratégie standard va venir calculer ces bornes inférieures en résolvant une relaxation construite en remplaçant notre fonction g par une fonction glb. Pour trouver un meilleur compromis, on peut construire le problème dual lié à cette relaxation. Et donc un problème de maximisation d'une certaine fonction d nu qui dépend de la région nu qu'on est en train d'explorer, et donc je ne vais pas expliciter l'expression ici. Mais globalement, on sait que la valeur optimale de cette relaxation duale est également une borne inférieure sur la valeur de P nu qu'on peut utiliser dans un test d'élagage. Et ce qui est encore plus intéressant avec ce problème d'optimisation duale, c'est que c'est un problème de maximisation. Ça veut dire que n'importe quelle évaluation de sa fonction objectif constitue également une borne inférieure sur la valeur de P nu. Donc plutôt que d'utiliser la stratégie standard, on va calculer une borne inférieure via la résolution d'une relaxation, donc pour obtenir une borne qui est certes de bonne qualité mais chère à calculer. On peut utiliser une borne duale, qui est donc de moins bonne qualité mais qui est beaucoup plus économique à calculer, car plutôt que de résoudre un problème d'optimisation, on a simplement à évaluer une fonction. Et donc ces bornes duales ont déjà été exploitées dans la littérature, notamment par Alper et Turk, qui propose une méthode de pré-processing du problème, de telle sorte à réduire cette dimension avant d'appliquer une méthode de résolution, et des contributions également de Buena et Elsama, qui visent à identifier plus rapidement au cours du traitement d'un nœud que ce nœud pourra être élagué. Nous, ce qu'on a proposé, c'est d'aller un cran plus loin dans l'utilisation de ces bornes duales, et notamment, on utilise le résultat suivant, qui est que les bornes duales dans l'algorithme de branch and band sont très similaires dans les nœuds successeurs qu'on va explorer. Alors, un nœud successeur d'un certain nœud nu, c'est tout simplement un nœud qu'on n'a pas encore exploré, mais qu'on pourrait être amené à explorer si on venait fixer un nouvel indice xi soit 0 pour constituer le successeur nu i0, soit xi différent de 0 pour construire le successeur nu i1. Et plus précisément, ce qu'on a montré, c'est que si nu ib est un successeur du nœud nu, avec b qui est égal à soit 0 soit 1, eh bien la borne duale associée à ce successeur est tout simplement la somme de la borne duale associée à nu plus un terme delta. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la borne duale de ce successeur est globalement constituée d'un terme qui est indépendant du successeur qu'on regarde, plus un terme delta qui, en pratique, va être très très simple à calculer et va nous coûter peu cher à calculer. Et donc, si on connaît déjà la borne duale associée au nœud nu, eh bien, on va pouvoir construire la borne duale associée à un de ses successeurs, par exemple le nœud nu i1 ici, en ajoutant ce terme delta qui est très peu cher. Et donc, en obtenant la borne duale associée à ce successeur, on va pouvoir effectuer un test d'élagage qui, potentiellement, va nous permettre de déterminer que ce successeur, même si on n'a pas encore construit, sera de toute manière élagué. Et donc, ce résultat nous permet de proposer un nouveau paradigme d'exploration d'un algorithme de branch and band. Donc, le paradigme standard, c'est donc de résoudre une relaxation par nœud exploré. Et lorsqu'on n'arrive pas à élaguer un nœud, eh bien, on va devoir sélectionner les deux successeurs qu'on va construire et continuer comme ça d'explorer notre arbre en résolvant une relaxation par nœud exploré. Et donc, globalement, on va obtenir une exploration qui va être quand même assez chère et assez lente, car on va devoir résoudre un nouveau problème d'optimisation par nœud exploré. Ce qu'on a proposé, nous, c'est un paradigme d'élagage simultané, qui est le suivant. Donc, on va commencer à traiter un nœud et on va commencer à résoudre sa relaxation. Et au cours de cette résolution, on va en tirer des évaluations de bornes duales. Et pour chacune de ces évaluations de bornes duales, on va venir tester, non pas deux, mais tous les successeurs qu'il est possible de créer sous ce nœud-là. Ça, c'est possible, car on a cette relation qui nous dit qu'à chaque fois qu'on a besoin de calculer une borne duale pour un successeur, on a simplement à évaluer ce terme delta, qui est très peu cher à évaluer en pratique. Et donc, potentiellement, en utilisant les bornes duales de ces successeurs, on va se rendre compte que certains successeurs seront de toute manière élagués durant l'exploration. Pour prendre en compte cette information, on va pouvoir étendre notre arbre de décision à partir du nœud nu. Ici, on voit par exemple que le successeur nu11 va de toute manière être élagué. On peut donc le construire et immédiatement l'élaguer sans même avoir à le traiter, et donc passer à son nœud complémentaire. Et puis on va pouvoir combiner les conclusions qu'on a tirées de notre test d'élagage simultané. C'est-à-dire qu'on va également pouvoir construire le successeur nu de 0, immédiatement l'élaguer sans même avoir à le traiter, et passer à son nœud complémentaire.
Et là, on se rend compte qu'on est passé au même stade, qu'on est arrivé au même stade de déploiement qu'avec la stratégie standard, c'est-à-dire qu'on est passé d'une nœud au nœud 4, mais plutôt que d'avoir résolu 5 relaxations, on a simplement évalué une fonction objectif et évalué des termes delta qui sont très simples à calculer. Et donc, on va obtenir un paradigme d'exploration qui, en pratique, est beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique, et qui a donc un très fort impact sur le temps de résolution de notre problème. Ici, je vais vous présenter une application numérique liée à un jeu de données de machine learning de données réelles, avec une matrice A qui commence à avoir une taille assez conséquente, une fonction f ici qui est une fonction logistique, et une fonction h qui est une norme L. Et ce qu'on aime bien faire en machine learning, c'est construire un chemin de régularisation. C'est-à-dire qu'on va commencer à résoudre le problème pour une valeur de lambda très élevée, lambda max, pour laquelle la solution de ce problème est totalement nulle, car la pénalisation sur la norme 0 est trop grande. Et puis on va résoudre plusieurs fois ce problème pour des valeurs de lambda décroissantes, et généralement le problème devient de plus en plus compliqué. Et donc ça nous permet de construire un pool de solutions avec une grande variété de parcimonie, pour que le praticien puisse ensuite choisir la solution qui lui correspond le mieux pour son application. Et donc, je peux, par exemple, construire ce chemin de régularisation pour deux solveurs capables de traiter ce problème-là. Donc, Mosaic, qui est un solveur générique de problème MIP, et Elops, qui est un solveur spécialisé de branch and band. Et donc, je m'arrête lorsque je n'arrive plus à résoudre le problème pour une valeur de lambda sous la barre des 1. Et donc ici, on peut déjà voir que Elops a des performances qui sont très compétitives face à Mosaic. Et par exemple, si Mosaic arrive à générer des solutions qui ont jusqu'à 17 éléments nuls, eh bien avec Elops, on arrive à générer des solutions qui ont, elles, jusqu'à 31 éléments nuls. Maintenant, on peut considérer une version améliorée d'Elops, où on prend en compte ce paradigme d'élagage simultané. Et ici, on voit qu'on gagne encore en temps de résolution, qui nous permet ici d'atteindre des solutions qui ont jusqu'à 71 éléments nuls. Et donc, via l'ajout de ces tests d'élagage simultané, on accélère notre algorithme de branch and band, on obtient des meilleurs temps de résolution, ce qui nous permet d'atteindre des nouveaux régimes de parcimonie qui potentiellement seront intéressants en pratique. Donc, dans ce troisième axe, on a vu comment est-ce qu'on pouvait améliorer la stratégie de calcul de bornes inférieures qui nous servent dans les tests d'élagage de notre algorithme de branch and band, via l'utilisation de bornes duales, et plus précisément via l'utilisation d'un lien qu'ont ces bornes duales dans les différents nœuds de notre arbre de branch and band. Ça nous a permis de proposer un nouveau paradigme d'exploration qui a un très fort impact sur le temps de résolution du problème et qui nous permet donc de le résoudre plus rapidement. Donc maintenant, je vais conclure ma présentation. Comme je le disais à ma toute première slide, j'ai passé du coup mes 3 ans de doctorat à travailler avec ces problèmes avec régularisation L0, dans lesquels on cherche à minimiser une certaine fonction coût et à obtenir des solutions parcimonieuses via l'utilisation de la norme 0. La question qu'on se pose en tant que praticien, c'est comment est-ce qu'on peut designer des méthodes de résolution qui sont d'un côté génériques pour traiter toutes les applications en lien avec ce problème, mais également efficaces en termes de temps de calcul. Pour répondre à cette question, on a dans un premier temps proposé un solveur de problèmes avec régularisation L0 générique, un solveur basé sur le branch and band, notamment via une méthode de construction de relaxation qui s'applique de manière générique à toute une famille d'instances de problèmes avec régularisation L0, ce qui n'était auparavant pas possible. Deuxième chose, on a vu comment rendre cet algorithme de branch and band efficace en pratique via une résolution efficace des relaxations et via un paradigme d'élagage simultané qui permet à eux deux de réduire le temps de résolution et donc de garantir une certaine efficacité numérique de cet algorithme de résolution. Troisièmement, on a proposé un solver qui est pratique à utiliser pour les praticiens via un package Python qui s'appelle Elops, pour Exact L0 Problem Solver, qui permet à l'utilisateur de définir lui-même la fonction f et h avec laquelle il souhaite travailler, ce qui n'était auparavant pas possible. Les solvers préexistants de branch and band étaient restreints à un type de fonction f et h donnée. Et ce solver étant flexible, il atteint également des performances qui sont state of the art, c'est-à-dire que dans la plupart des expérimentations numériques qu'on a faites, eh bien, on obtient des gains significatifs face aux solvers déjà existants dans la littérature. Donc j'aimerais conclure ma présentation par 3 perspectives de travaux futurs. La première tourne autour de l'extension de nos résultats à d'autres formulations du problème. Donc nous, on a travaillé avec un problème parcimonieux, dans lequel on cherche à minimiser une fonction de coût, et à obtenir des solutions parcimonieuses via l'utilisation de la norme 0 de x. Et nous, on a fait des contributions pour la version régularisée de ce problème, c'est-à-dire lorsque la norme 0 apparaît dans l'objectif, dans la fonction objectif. On pourrait s'intéresser du coup aux connexions qu'il y a pour étendre nos contributions à la version contrainte de ce problème, où la norme 0, cette fois, apparaît dans les contraintes de notre problème d'optimisation. Mais le challenge technique auquel on va probablement se confronter, c'est que si la norme 0 de x, elle est séparable dans l'objectif du problème d'optimisation, elle ne l'est plus lorsqu'elle apparaît en contrainte. Et donc, cette propriété de séparabilité est très importante pour nos résultats, et donc ça sera potentiellement un challenge à traiter pour étendre nos contributions à cette version contrainte.
La deuxième perspective dont j'aimerais vous parler, c'est la construction de relaxations de meilleure qualité dans l'algorithme de Branchenband. Donc les relaxations, normalement, on les construit en remplaçant notre fonction g par l'enveloppe convexe de la fonction g. Et donc on pourrait se poser la question de si c'est pas possible de construire des meilleures relaxations en s'autorisant une fonction g, cette fois, qui n'est pas convexe. Et le challenge technique ici, c'est de garder une relaxation avec laquelle il est facile de travailler, et donc globalement de conserver la convexité de la relaxation. Et donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut designer cette fonction g non convexe de telle sorte à préserver la convexité globale de l'objectif de notre relaxation, notamment en venant jouer avec la convexité de la fonction f. Donc ça, c'est une direction de recherche qu'on a déjà commencé à explorer avec Emmanuel Soubiès, qui est au CNRS à Toulouse. Et puis, la dernière perspective que je voulais vous présenter tourne autour de l'exploitation de nos tests de smoothing. Donc, pour rappel, nos tests de smoothing s'appliquent dans le contexte de résolution de problèmes d'optimisation convexe parcimonieux, et on souhaite donc accélérer la résolution de ces problèmes via l'utilisation de tests de screening et nos nouveaux tests de smoothing qui permettent d'identifier la position d'éléments nuls et non nuls des solutions de ce problème d'optimisation convexe. Avec l'identification permise par les tests de screening qui est déjà connu de la littérature, on peut venir fixer les entrées de notre variable d'optimisation à 0, ce qui est une stratégie qu'on peut adopter globalement de manière générique pour tout un tas d'instances de ces problèmes d'optimisation convexe. Lorsqu'un test de smoothing passe, on a proposé une méthode de telle sorte à lisser une partie de notre fonction objectif, mais cette méthode dépend donc du problème qu'on traite, dépend donc de la fonction objective qu'on souhaite traiter. Et donc notre méthode de smoothing, on ne peut pas l'exploiter de manière générique. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait trouver une méthode qui permet de tirer parti de ces tests de smoothing de manière générique. Et potentiellement ici, on pourrait tenter de faire des connexions avec ce qu'on appelle des méthodes d'accélération de Newton, qui ont été proposées dans la thèse de Gilles Bareil assez récemment, qui lui tire parti de méthodes d'identification d'éléments non nuls, nuls et non nuls, non pas basées sur des tests de screening et de smoothing, mais sur une identification qui vient de l'opérateur proximal. Et donc, potentiellement, en faisant la connexion avec ces contributions, on pourrait trouver des nouvelles manières d'exploiter nos tests de smoothing. C'est donc sur cette dernière perspective que je vais conclure ma présentation et rendre la parole au jury. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le timing. Je vais donc commencer à donner la parole dans l'ordre des personnes qui sont indiquées sur la page de présentation. Je vais donc demander à Jérôme Malik s'il veut bien prendre la parole pour voilà, commentaires et ses questions. Jérôme, est-ce que tu m'entends? Oui, d'accord. Je vais commencer du coup par féliciter Théo parce que tu mérites des félicitations. D'une part pour ton travail, tes contributions. Après pour l'organisation et la rédaction de ton manuscrit. Et puis pour le choix que tu as fait aujourd'hui pour ton exposé là, qui met en valeur ton travail. Là, ta présentation, elle était excellente, hein, les slides superbes, et puis avec une vraie portée pédagogique. Je trouve que c'était très très agréable de t'écouter. Donc bravo pour ça aussi. Alors sur le fond, j'ai déjà dit un peu tout le bien que je pensais dans mon rapport. Hein. Donc c'est formidable de voir tout ce que tu as fait. Ce que j'ai apprécié, c'est que on trouve, ce que j'ai écrit, c'est qu'on trouve tout le spectre des maths appliquées, quoi. Il y a des théorèmes, il y a des résultats mathématiques, il y a des algos, des expérimentations numériques, et puis des codes open source. Donc c'est réjouissant de voir toute une envergure comme ça. Donc félicitations pour ça. Alors j'ai quelques questions. En fait, j'en ai beaucoup, mais on va voir un peu comment on discute. J'ai des questions un peu, je sais pas, philosophiques, et puis d'autres qui sont super techniques. Alors voilà, on peut commencer. Ok. Donc déjà, super. 3 ans de thèse, tu arrives à battre Mosaic. Donc non seulement ton algo, alors battre Mosaic, ok. Sur des problèmes structurés, mais en plus, ce qui est vachement bien, c'est que ton algo, il est générique sur cette classe de problèmes, et tu arrives à être meilleur que les algos spécifiques sur des sous-classes. Donc ça, c'est quand même super. Et tu as réussi à faire ça en mettant ensemble plein d'ingrédients différents, et tu as trouvé une super combinaison, quoi. Et alors, à ton avis, c'est quoi l'ingrédient le plus important là dans ta recette?
Alors pour moi, l'ingrédient de toute façon qui doit toujours être visé, c'est est-ce qu'on produit un travail qui va être utile dans la suite? Donc est-ce qu'on le rend disponible facilement pour les gens qui ne sont pas experts du sujet? Est-ce que l'outil qu'on va produire permettra à un utilisateur lambda d'utiliser facilement sans forcément comprendre le mécanisme? Donc après, au niveau de l'ingrédient, les ingrédients qui rendent cette méthode générique et efficace, je dirais que je pense l'ingrédient le plus important qu'on a développé au terme d'efficacité, c'est ce paradigme d'élagage simultané, qui en fait est vraiment très très bien designé pour les problèmes avec régularisation M0. Globalement, alors je peux peut-être remettre une des slides précédentes, mais globalement, lorsqu'on va explorer des branches de notre algorithme de branch and bound, on va avoir un arbre qui est très très déséquilibré, où on a des nœuds qui sont très très faciles à élaguer, et des nœuds qui sont au contraire très très compliqués à élaguer. Et donc, en utilisant une stratégie un peu uniforme, on va traiter de la même manière tous ces nœuds-là. On n'obtient pas forcément des bons temps de résolution en résolvant une relaxation par nœud. Au contraire, avec ce test d'élagage simultané, ça nous permet vraiment d'identifier très très rapidement les nœuds qu'il est facile d'élaguer, et donc de concentrer notre puissance de calcul sur les nœuds qu'il est difficile d'élaguer. Et c'est aussi pour ça que je présentais comme deuxième perspective de tenter de construire des meilleures relaxations, parce que donc notre test d'élagage simultané nous permet de traiter rapidement les nœuds qui sont simples, et via la construction de relaxation de meilleure qualité, on pourrait peut-être obtenir un test d'élagage plus efficace pour ces nœuds qu'il est compliqué d'élaguer. Ok, donc tu dis que cet élagage simultané, c'est ce qui est le plus important. C'est vrai que c'est très séduisant. Alors moi, c'est la partie où je suis pas trop expert, donc je pose une question assez naïve. L'idée est super naturelle. Pardon, elle est très naturelle, pardon. L'idée est très naturelle, et donc je suis curieux que ça n'a pas déjà été fait, et donc si c'est nouveau, est-ce que ça pourrait pas être utilisé ailleurs? Et il est très probable qu'il y ait des techniques dans d'autres cas qui ne soient pas dans le cadre de la norme 0. Des techniques similaires, je veux dire. Alors, il y a des techniques similaires qu'on appelle du reduce cost fixing dans la littérature MIP, qui globalement, et c'est un peu le même principe, mais qui est adopté de manière un peu plus de manière générique, mais on ne peut pas aller aussi loin que les contributions qu'on a faites, parce que nous, justement, on a exploité vraiment cette structure du problème qu'on souhaite résoudre. Donc, il y a des contributions, mais qui ont été un peu moins poussées, mais qui ont une portée plus générique, qui utilisent plus ou moins le même concept d'utilisation de bornes duales et d'essayer d'exploiter avec ces bornes duales le lien. Mais est-ce que, alors je vais reposer la question différemment, est-ce que ta contribution qui est donc adaptée à la norme 0, elle pourrait traiter des cas plus généraux? Alors, peut-être qu'on pourrait, par exemple, il y a d'autres problèmes d'optimisation parcimonieux avec la norme L1, ça, ou... Ouais, ou j'ai l'impression que déjà n'importe quelle sparsity inducing norm, quoi, tu vois, éventuellement des normes non convexes ou n'importe quoi. Enfin, dès que tu as cette structure, en fait, déjà, ce qui marche, c'est que c'est des axes, quoi, tu vois, qui sont des directions identifiées, quoi. Donc déjà, mais après, d'utiliser la dualité pour avoir une sous-borne et d'utiliser que n'importe quel U donne une borne encore plus faible, enfin, ça c'est complètement général. Donc le point clé, c'est que ici tu as un delta I, les delta IU là qui sont faciles à calculer, donc ça peut arriver dans d'autres cas, j'imagine. Alors, donc effectivement, l'utilisation de bornes duales, c'est quelque chose qui est super bien connu dans la littérature des branch and bound. Donc l'utilisation seule de la borne duale, c'était quelque chose qui était déjà bien adopté dans la littérature. Nous, ce qu'on a rajouté, du coup, c'est vraiment identifier ce lien qu'ont les deux successeurs. Alors effectivement, peut-être faudrait se poser la question de si ce lien existe pour d'autres types de problèmes. Bon, ok. Voilà. Je demandais ça comme ça, hein. C'est pas trop là que je voulais pousser, parce qu'en fait, bon, c'est cool que ça soit pour toi l'ingrédient principal. C'est vrai que je pense que c'est le truc qui donne vachement d'impact. Moi, ce que j'aime le plus dans ton travail, c'est que tu vas chercher des outils de l'optimisation non linéaire pour calculer tes relaxations. Donc c'est cool, hein, les algos de prox, et en plus tu vas vers du deuxième ordre. Donc ça c'est super. Donc le screening et ce que tu as appelé le smoothing, ça te permet d'une part de réduire la dimension du problème. Donc ouais, je va au slide 19. Ouais, voilà, slide 19, c'est là. Donc ça permet de un peu après, ouais, voilà. Donc tu as d'une part, voilà, c'est ça. Donc tu as d'une part la réduction de dimension, mais en plus
Là, tu accélères. C'est ça? Ouais, Alors, dans ta présentation, tu as dit 2 fois, au fur et à mesure, on ajoute du deuxième ordre. Tu peux m'expliquer un peu mieux? ouais, alors j'avais préparé une slide pour ça, pour expliquer un peu mieux parce qu'effectivement c'est un peu donc, hem, nous ce qu'on va faire globalement, c'est partir d'un point, initial et on va partir avec une connaissance de la position des éléments nuls et non nuls, donc S0 et S1 vides. Et puis on a dans SGOOL, là dans mon algorithme à gauche, tous les indices qu'on n'a pas réussi à classifier comme étant nuls et non nuls. Et donc on va partir avec SGOOL qui est tous les indices. Et donc on va effectuer des itérations. Et à chacune des itérations, on va pas toucher les indices qui sont fixés à 0. Et puis on va fixer la partie de notre variable d'optimisation correspondant à un ordre classifié dans l'ensemble S1, qui est les indices qu'on a identifiés comme étant nuls. Et puis, une fois qu'on a fait cette update, on va fixer les indices correspondant à S1, et on va faire une update d'ordre 1 sur la partie, cette fois qu'on n'a pas lissé du problème. Et donc, quand on va itérer, eh bien, on va augmenter notre connaissance de ces ensembles S0 et S1, et on va sortir des indices de l'ensemble SGOOL. Et donc, progressivement, toutes nos itérations d'ordre 1, enfin, les itérations d'ordre 1 qu'on applique à la partie correspondante à S1, on va les transformer en itérations d'ordre 2. Alors, pour l'instant, du coup, les résultats de convergence qu'on a sur cette méthode sont encore un peu préliminaires et demandent à être Parce que retravaillés. t'as pas garantie d'avoir identifié, en fait. On sait que... Est-ce que tu peux te tromper? Est-ce que tu peux te tromper à certains moments et mettre un 0 à la place d'un 1, quoi? Justement, ce qui est intéressant avec les tests de screening et de smoothing, c'est qu'on ne peut pas se tromper. C'est pour ça ici que je mets en fait notre méthode d'identification, on l'appelle souvent safe. C'est-à-dire que Ouais. par l'utilisation de régions safe, on ne peut pas se tromper. Il y a comme un epsilon dans ton truc là. Tu dis si c'est à l'intérieur ou à l'intérieur du sous-diff ou au complémentaire, il y a quand même un epsilon, quoi. Effectivement, il y a Donc, un si epsilon. tu prends ton epsilon petit, t'es fragile aux erreurs numériques. Alors, en fait, je vais revenir au slide de l'expression des tests, mais alors, hop, juste que je le retrouve. Voilà, donc on a ces tests. Ça, donc on a des tests avec des implications, c'est-à-dire que si on sait que la partie de gauche est vérifiée, on est sûr que la partie de droite est vérifiée. Par contre, potentiellement, effectivement, on peut avoir des cas où la région safe qu'on choisit ne vérifie aucune des deux conditions en haut ou en bas. En fait, il y a des indices qui potentiellement ne vont pas être classifiés, mais on sait que sous certaines hypothèses, notamment on a besoin que notre condition d'optimalité ici soit vérifiée de manière un peu stricte en remplaçant le sous-différentiel, voilà. Et si on a de la convexité stricte dans la fonction G, on sait que de toute manière, au bout d'un moment, si notre région safe est assez petite, les membres des gauches pour tous les indices I seront vérifiés, soit pour le test de screening, soit pour le test de smoothing. Donc on sait qu'au bout d'un moment, on aura réussi à classifier tous nos indices de manière safe. Ok. Je vais changer de type de question. Pour la deuxième question, enfin troisième du coup, j'ai envie de te demander poser des questions sur le modèle, avoir un peu une discussion sur le modèle, parce que tu dis au début, waouh, il y a plein de domaines où en fait il y a besoin de sparsité, mais il y a dans tous ces domaines, c'est pas forcément la norme L0 qu'on veut, c'est juste de la sparsité à la fin des solutions optimales. Et en pratique, souvent, on peut utiliser en tout cas des relaxations de norme L1. Est-ce qu'en fait, ça vaut vraiment le coup de payer de se taper la nature combinatoire des problèmes L0 pour avoir des solutions, du coup, avec des solutions avec beaucoup de zéros et de manière garantie, plutôt que d'accepter de calculer dès le début des relaxations L1, par exemple, ou d'autres types de relaxations, pour avoir des solutions approchées. Sachant que toi, tu utilises des relaxations L1, de type L1, à l'intérieur de ton algorithme de branch and pang. Donc, de toute façon, il faut relâcher. Pourquoi on ne relâcherait pas dès le début? Alors, effectivement, donc je pense que je vais avoir deux réponses différentes à apporter à cette question. Premièrement, donc des fois dans les applications, effectivement, on cherche à minimiser un coût et à obtenir une solution parcimonieuse. On peut le faire via l'utilisation de la norme L1, mais des fois, ça ne produit pas des solutions qui sont de assez bonne qualité. Alors, je vais prendre une illustration que j'avais faite. Alors voilà, par exemple ici, donc on a un problème de machine learning où on va venir construire des chemins de régularisation
via différentes méthodes, via OMP, donc un algorithme heuristique pour produire des solutions parcimonieuses, via du coup la résolution d'un lasso, donc avec une norme L1, d'un ElasticNet, donc avec norme L1, norme L2, et via l'utilisation d'un problème L0. Et ici, en fait, on va regarder un petit peu quelle est l'erreur de notre modèle avec le problème L0 par rapport aux autres méthodes. Et du coup, en utilisant une norme qui nous coûte plus en temps de résolution, comme on le voit à droite, on arrive C'est à... quoi modèle error que tu plottes là? Excuse-moi. C'est le test error. Donc, je séparais mon jeu de données en train test. Oui, mais t'as pas mis la pénalisation non, c'est dans juste la l'erreur. fonction, c'est juste le data fit. D'accord. Voilà, sur certaines applications, on a des gains. Sur d'autres applications, effectivement, on n'a pas de gain. Alors, par exemple, ici, je vais essayer de retrouver ma slide. Voilà, ici, c'est une application de traitement du signal, de résolution de problème inverse, où bon, j'ai plusieurs statistiques. D'un côté, le temps de résolution, du coup, effectivement, du problème L0 explose par rapport aux autres méthodes. Par contre, donc je note par exemple le score F1 qui est est-ce qu'on arrive à bien retrouver la position de notre ground truth. Donc je sais pas si c'est un concept. Donc c'est un concept. Donc le ground truth c'est le signal parcimonieux Ok, ouais. chercher à reconstruire. Et plus le score F1 est haut, plus on est content. Et ici qu'on voit, on paye un coût de résolution élevé pour pas améliorer grandement le score F1 ni d'ailleurs le modèle error. Donc des fois effectivement dans les applications ça n'a pas d'intérêt. Et alors du coup ma deuxième réponse à cette question, c'est qu'il y a des applications notamment dans le domaine de la recherche opérationnelle, où là, la norme 0, en fait, elle est inhérente à l'application. Par exemple, dans les problèmes de network design, donc, en gros, on cherche à transporter, à trouver quels sont les arcs qu'on doit construire sur ce graphe pour transporter des choses d'une source en bleu au nœud QI en rouge. Et donc, on va obtenir un problème d'optimisation où notre norme 0, elle va venir compter ce coût de construction de chacun des arcs. Et donc, dans cette application, la norme 0, elle apparaît de manière standard, et résoudre une relaxation de ce problème avec la norme L1 à la place de la norme L0, ça viendrait tout simplement à casser la structure de la solution. Ouais, tu peux toujours faire une heuristique en résolvant norme L1 et après en arrondissant brutalement. Mais je suis d'accord qu'on perd sûrement, surtout dans des problèmes de network design où je pense que tu peux prendre le coût de calcul, le temps de calculer, je veux dire, en amont pour pouvoir après prendre une décision importante, quoi. Donc là, effectivement, tu n'as plus le côté. Ouais, je vois que dans ce genre d'application, tu peux prendre le temps de résoudre ton problème. Voilà, donc Ok. effectivement, mais il faut bien voir est-ce qu'on est prêt à payer le coût de résolution d'un problème L0. Est-ce qu'on est intéressé à avoir une solution de bonne qualité? Non, mais j'entends que des fois, quelque part, c'était la réponse à laquelle je m'attendais, quoi. Des fois, ça vaut le coup, des fois pas. Et, donc, c'est bien quand ça vaut le coup d'avoir ton outil sous la main. Je pose une autre question aussi de modèle, parce que ton résultat de convexification que tu as présenté au début dans l'axe 1, ouais. ainsi très fortement dans l'axe 2, tes techniques de screening et de smoothing, repose sur le fait que H soit séparable. Ouais. Si H n'est pas séparable, tout s'écroule. Bon, on pourrait quand même refaire un peu la même chose. Tu crois pas qu'on pourrait un peu généraliser ton approche si H n'est pas séparable? Alors, c'est une question compliquée parce que du coup, on doit venir calculer en fait, ce résultat, il vient de l'utilisation de biconjugués. Donc là, on est censé calculer la biconjuguée de cette fonction G, donc la norme 0 de x plus h. Ouais, ou attends, il suffit peut-être que d'avoir le prox, en fait. Tu utilises vraiment l'expression de l'enveloppe convexe ou simplement le prox de ce que l'appelle là GCVX? Effectivement, on n'a pas forcément besoin de la construire de manière explicite. Si on sait si on obtient l'opérateur prox et le sous-diff, on peut la traiter dans des méthodes numériques sans avoir l'expression. Alors, à ma connaissance, moi, j'ai pas trop connaissance de résultats qui nous permettent. Oui, peut-être. Ça sera pas aussi générique, c'est sûr, ça sera pas aussi générique que toi, mais il faudra spécifier peut-être certaines fonctions H. Mais disons que il faut quand même, je voulais quand même souligner le fait que tu te restreins à H séparable quand même. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que quelque part, la structure de H, c'est la même que celle de L0. Ouais. Pour moi. Donc c'est quand même un cas particulier. Et à mon avis, la philosophie de ton travail pourrait s'appliquer si H n'est pas séparable. Tu pourrais calculer le prox enveloppe convexe. Tu pourrais te restreindre à certains sous-espaces, je sais pas. Bon, c'est sûr que c'est des questions un peu plus dures techniquement. Il faut changer un peu les choses, quoi.
Et, moi, je Ok, pense, par exemple, peut-être une dernière question. Ah, tu veux dire quelque chose? juste je sais qu'il y a des contributions, notamment de Michel Delaras sur le sujet, où il arrive à construire des enveloppes, il arrive à calculer de la biconjuguée dans notamment pour la norme 0, dans un cadre d'espace un peu particulier qu'ils appellent des conjugués de Capra. Alors c'est un travail que j'ai pas encore eu le temps de creuser parce que c'est un peu technique, mais lui en tout cas, il arrive à avoir des expressions de biconjuguées de la norme 0 dans des cadres pas séparables. Donc il y a peut-être Ouais. aussi des directions dans cette thématique-là, quoi. Ok. Alors peut-être une dernière, c'est pas une question, peut-être une remarque en fait, c'est que ou quelque chose sur lequel que je voudrais, un truc que je voudrais, sur lequel je voudrais insister, c'est que il y a quand même un code open source associé à ton travail. J'ai regardé un peu, le code il est bien fait, il est bien structuré, il est bien documenté aussi. Alors pas trop commenté par contre, mais et pas hyper illustré non plus, mais bon suffisamment pour que la librairie puisse être bien utilisée. Voilà, c'est quelque chose qui je trouvais important que comme ça ton travail puisse être utilisé par d'autres. Donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, mais effectivement, donc, sur cet aspect? effectivement, le travail du coup autour de ce package n'est pas totalement fini. Il y a encore un petit peu de. J'ai besoin encore de le renforcer. Et donc, le but, c'est notamment de le tester un petit peu dans Benchopt, donc, qui est un package Python